On continue notre voyage dans les questions éthiques, environnementales, démocratiques, pédagogiques des intelligences artificielles. Finalement, tout comme Comparia, Pix a commencé en tant que start-up d'État et j'interrogeais les intervenantes en coulisses. La première réunion a eu lieu en 2016, c'est bien ça, et le GIP, le groupement d'intérêt public, a été créé un an plus tard. Et aujourd'hui, Pix compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs et le groupement d'intérêt public comprend plus de 10 membres institutionnels. Et cette plateforme Pix, que certains et certaines d'entre vous, j'imagine, utilisent pour différents usages, peut être considérée comme un bien commun éducatif qui est d'ailleurs partagé à l'international puisqu'elle est soutenue par plusieurs pays et également soutenue par l'UNESCO. Je crois qu'elle est utilisée dans environ 18 pays et il y a une plateforme francophone et anglophone. Donc on est assez fiers finalement d'avoir Pix au sein de Comparia et je crois que Marie Bancal et François Storr vous nous en dire plus. Donc Marie Bancal, vous êtes directrice adjointe chez Pix et François Storr, vous êtes experte scientifique pour les contenus éducatifs. Pouvez-vous nous en dire plus sur les perspectives sur l'éducation en IA et les perspectives aussi de Pix pour Comparia? Merci beaucoup, bienvenue. Voilà. Il fallait juste appuyer sur le bouton. Compétences numériques. Déjà, un grand merci à Comparia de l'invitation. On est plutôt content d'être là et sur un thème sympathique à aborder aujourd'hui. Mathilde nous a déjà présenté, on ne va pas refaire le jeu. Peut-être un petit mot avant de rentrer dans le cœur de la présentation. C'est qu'on nous a proposé de parler des enjeux d'éducation et de formation à l'IA générative. Enjeu, on ne l'a pas pris au sens de pourquoi faut-il former à cette IA générative, mais plutôt qu'est-ce qui se joue dans cette formation et dans cette éducation à l'IA générative. Du point de vue de Pix, donc on va parler, voilà, on a un propos qui n'est pas généraliste, qui est celui de notre position au sein de Pix. On va vous en dire deux mots pour commencer, pour ceux qui ne sauraient pas tout à fait qui on est, ou en tout cas l'intégralité de notre mission. Et donc on va vous exposer aujourd'hui un peu les questions que ça soulève de notre côté, ces sujets d'éducation et de formation à l'IA générative. On suppose que finalement, il y a plutôt un consensus sur la nécessité de former. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'on va interroger aujourd'hui. Du coup, pour commencer, ça a l'air d'être ça. Hop. Voilà. Donc, qui est-on, Pix ? On est un groupement d'intérêt public avec pour mission d'aider chaque citoyen à évaluer, développer et certifier ses compétences numériques tout au long de sa vie. Donc j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, notamment les parents, vous nous connaissez parfois par vos enfants. Et vous avez du coup probablement la sensation que Pix, c'est pour les enfants. Alors certes, c'est pour les enfants, mais pas que. Et donc, on s'adresse en fait à tout un tas de publics. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la mission, on parle de tout au long de la vie. On se déploie dans le cadre de missions qui nous sont confiées par l'État au sein de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, du service public de l'emploi. Mais on se déploie aussi dans le cadre de prestations de services dans des entreprises, dans des organisations qui souhaitent accompagner la montée en compétences numériques de leurs collaborateurs. Et puis, on a aussi des coopérations, notamment à l'international, puisque, évidemment, on n'est pas les seuls à se poser les questions qu'on s'est posées côté Pix sur comment accompagner la montée en compétences numériques. Et à l'international, tout comme en France, comme Mathilde le disait en introduction, on travaille dans l'idée de développer un commun numérique partagé, avec y compris l'idée de mettre en place une gouvernance partagée sur ce qu'est Pix. Alors, Françoise le développera un peu plus après sur la partie référentielle. L'idée de Pix, c'est finalement, au-delà de donner un vocabulaire commun sur les compétences numériques, en déployant un référentiel qui permet de dire ce que sont ces compétences numériques pour pouvoir ensuite envisager de former. L'idée initiale, c'était de dire que pour rendre ça opérationnel, il fallait déployer un service.
Donc Pix, c'est une plateforme sur laquelle tout un chacun peut se créer un compte, accéder à des contenus d'évaluation, de formation, et ensuite pouvoir aller jusqu'à la certification. Cette plateforme, elle est libre, le code source est libre, et on a vraiment l'idée de pouvoir accueillir des publics extrêmement diversifiés en termes de niveau. Donc, quand on est dans les phases évaluatives, et il y aura des logiques similaires sur les phases formatives, eh bien, on a un algo adaptatif qui permet de ne pas se baser sur du déclaratif initialement, de ne pas questionner la personne sur son niveau, mais de l'accueillir telle qu'elle est et d'adapter ensuite le niveau de ce qui lui est proposé au fur et à mesure en fonction de ce qu'on perçoit de son niveau. Sur la question globalement des compétences numériques et particulièrement de l'IA, les questions qu'on se pose finalement, c'est qu'on est sur des contenus qui sont extrêmement évolutifs. Les technologies, les usages évoluent très rapidement. Et en fait, pour pouvoir parler de référentiel de compétences, on a besoin d'un petit peu de stabilité. Donc souvent, on a des petits dilemmes sur à quel moment finalement on peut commencer à se lancer dans des référentiels. On a eu une problématique assez similaire sur le numérique responsable. On a eu besoin pour se lancer qu'il y ait un corpus assez établi, scientifique, reconnu sur ces sujets-là. Et c'est à l'occasion d'une proposition de partenariat de l'ADEME qu'on s'est lancé pour étoffer de façon assez conséquente ce qu'on a sur le numérique responsable. Sur l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. On s'est un peu questionné sur à quel moment on peut considérer que finalement on a une base stabilisée de compétences. Sachant que côté Pix, on parle vraiment pas des compétences liées à l'usage d'un outil, mais de compétences transversales et transférables. Ça veut dire qu'il faut que finalement les différents outils atteignent un certain niveau de maturité aussi pour qu'on ait des comportements, des besoins en compétences qui sont similaires, quels que soient les outils. Et c'est bien ça qu'on va aller chercher à évaluer et ensuite à développer comme compétences côté Pix. Alors là-dessus, pour savoir quel est le bon moment pour former et comment on fait un référentiel, ça peut être intéressant de voir ce qui sort aussi en termes de texte, d'accompagnement législatif. Et là-dessus, finalement, l'AI Act au niveau européen donne un signal intéressant puisqu'il y a bien dans le texte une obligation à former qui porte sur les déployeurs d'IA. Je ne suis pas sûre que tous les déployeurs d'IA, d'ailleurs, aient bien conscience de cette obligation. Mais c'est intéressant de se dire quand même qu'il y a bien une incitation forte à accompagner les déploiements des technologies d'IA d'une montée en compétences. Et puis, si jamais on avait besoin d'un signal un petit peu plus fort, nous, on l'a eu très récemment, puisque hier est annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a annoncé qu'il y aurait un Pix IA à partir de la rentrée 2025 pour tous les élèves du secondaire. Donc, clairement, c'est le bon moment, il faut y aller et on va se lancer un petit peu plus qu'on l'avait fait jusqu'à présent, même si on n'a pas rien. En tout cas, on va vous partager aujourd'hui un peu l'état de nos réflexions sur ces compétences en IA et via deux questions. La première, c'est à quoi former? Quelles sont ces compétences transverses qui sont nécessaires quand on parle d'IA, et notamment d'IA générative? Et puis, comment former? Et là encore, pas de discours général, on parle de là où on est. Et donc, on va vous dire quelle est l'approche côté Pix, en tout cas, pour accompagner cette montée en compétences sur l'IA. Alors, sur la première partie, je vais laisser la parole à Françoise. Peut-être là? Oui, il était déjà allumé. Alors, effectivement, donc, pour répondre à la question, quelles compétences en IA générative pour tous et toutes, le travail qu'on fait à Pix habituellement et qu'on a fait sur les autres sujets, c'est de commencer à regarder s'il existe déjà des référentiels, des contenus, des propositions, des choses qu'on déjà des formations que les gens ont proposées. Et donc, c'est un peu le premier travail qui a été fait là, c'est de compulser donc différents... Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des référentiels de compétences. Là, je vous ai mis 3 exemples. Un américain fait par des éducateurs et qui vise un public plutôt scolaire et hors scolaire. L'UNESCO qui nous propose un référentiel pour les étudiants et les enseignants avec une forte coloration
éducation aux médias et à l'information et grands enjeux autour de l'intelligence artificielle. Digital Promise est dans quelque chose d'un petit peu plus technique dans les propositions. Et puis, le référentiel de compétences européen, DIGCOMP, dans sa dernière version 2.2, on sait qu'il y en a une version en ce moment en travail, mais en tout cas, dans celle-ci, ils avaient listé un ensemble de compétences en intelligence artificielle, ou plus exactement des exemples de compétences en IA qui venaient influencer les compétences numériques déjà référencées dans ce document. On a aussi regardé ce qui se fait dans les formations, et là je vous ai mis des exemples. Voilà, il y a des choses, il y a des formations sur YouTube, il y a des formations dans des MOOC, donc pour des professionnels, pour des étudiants qui se forment, etc. Là, il y a des ressources sur l'intelligence artificielle et puis plus récemment, des ressources sur l'intelligence artificielle générative. La lecture de l'ensemble des référentiels nous apporte déjà la définition relativement partagée du côté des référentiels de ce qu'on appelle la littératie en intelligence artificielle. Alors là, je vous ai donné l'expression utilisée dans le premier document, Digital Compromise, mais l'UNESCO partage une définition assez proche donc de l'ensemble des connaissances et compétences qui permettent aux individus de comprendre, d'évaluer, d'utiliser de manière critique les systèmes et outils d'IA pour participer de manière sûre et efficace à un monde de plus en plus numérique. On y trouve dès le début l'annonce qu'il n'y a pas que des compétences, mais aussi des connaissances. Et ça, côté PIC, c'est quelque chose auquel on est sensible. Bien sûr, il y a aussi des fonds de connaissances, on y reviendra. Et puis on y voit aussi comprendre, évaluer, utiliser. C'est moi qui l'ai mis en gras ici, parce que ce sont 3 attracteurs. Comprendre comment ça fonctionne, évaluer les IA, leurs résultats et les utilisations possibles, et savoir les utiliser, qu'on va retrouver, et vous le verrez dans notre discours. Alors, du coup, l'ensemble de toute cette documentation m'a permis aujourd'hui de vous proposer un petit schéma qui nous montre des pistes pour un référentiel de compétences. Alors là, j'ai fait déjà en intelligence artificielle générative, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et là, 3 attracteurs. Donc le premier, utiliser une IA générative qu'on trouve plutôt dans les ressources qui s'adressent à des professionnels, mais pas que, mais en tout cas c'est l'abord. Donc il va y avoir tout ce qui est être capable d'identifier le moment où il y a un système d'intelligence artificielle générative qui m'est proposé, qui interfère dans mes usages. Il y a toute la question de savoir prompter une IA générative avec tout ce domaine de l'ingénierie du prompt, comme certains en ont entendu parler. Donc prompt, requête ou invite, selon le mot qu'on décide de choisir en français. Et puis développer, adapter, voire entraîner des IA génératives dans le monde professionnel pour accompagner des activités spécifiques. Il y a un deuxième attracteur, donc expliquer comment elle fonctionne. Donc là, on va trouver tout ce qui est savoir expliquer. Donc là, j'ai mis sous forme d'une compétence, être capable d'expliquer comment fonctionne un LLM, être capable de situer les techniques d'apprentissage automatique utilisées dans ce domaine dans l'ensemble de toutes les techniques d'intelligence artificielle, et expliquer les limites, notamment les biais, les hallucinations. C'est un extrait, ce sont des pistes qui vous donnent différentes directions. Expliquer le fonctionnement, on va trouver ça plutôt dans les référentiels qui s'intéressent aux connaissances et à la formation plutôt des étudiants. Et des scolaires aussi. Analyser les enjeux, là on va trouver donc tout ce qui concerne la capacité à garder, à conserver la prise de décision humaine et l'agentivité humaine, être capable d'inscrire les usages dans la réduction de l'impact environnemental, et puis appliquer les réglementations, notamment pour évaluer les responsabilités, évaluer et comprendre les enjeux de gouvernance. Et là, c'est un attracteur que vous allez trouver dans les référentiels comme l'UNESCO, par exemple, qui s'intéresse à la dimension médias, information, grands enjeux, littératie pour tous. Alors, nous, on a aussi, on est parti aussi de tout ce travail et on a conservé, on en a fait 4 grandes idées.
La première idée, donc voilà, 4 grandes idées. La première idée, c'est que quand on parle d'IA générative, en fait, il faut l'inscrire dans un domaine plus vaste. D'abord, les domaines d'application qui sont le traitement automatique de la langue, par exemple, pour les LLM, les grands langages de modèles, ou la vision par ordinateur, quand il s'agit de se baser sur de la reconnaissance d'images, mais aussi dans les techniques de l'intelligence artificielle, à savoir l'apprentissage profond, qui s'inscrit dans le grand ensemble de l'apprentissage automatique, qui s'inscrit dans l'ensemble des techniques d'intelligence artificielle. Il y en a d'autres. L'idée, c'est de garder ça en tête pour réinscrire l'IA générative dans une histoire des techniques, alors qui n'est peut-être pas si longue, mais quand même, les premières personnes qui ont fait de l'intelligence artificielle, elles savent que quand même ça date, ces techniques, que ça a évolué. Et donc pour nous, les replacer dans cette dimension, c'est aussi réfléchir à finalement les connaissances fondamentales, les fondamentaux qui sont là derrière, et qui sont, quand on réfléchit à un référentiel de compétences basé aussi sur des connaissances, qui sont des bons éléments pour déterminer voilà, ce qui ne change pas et qui peut être enseigné, étudié, compris et utilisé pour comprendre un peu comment fonctionnent ces IA génératives. Donc, replacer dans le grand ensemble du vaste domaine de l'IA, eh bien, c'est faire vous voyez, un référentiel de compétences beaucoup plus fourni que celui que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel l'IA générative intervient parmi différentes compétences en intelligence artificielle. Donc, ça, c'était notre première idée. Deuxième idée. Alors, la deuxième idée, c'est qu'au-delà des compétences strictement liées à l'IA, dont Françoise a commencé à vous dresser un petit panorama, en fait, l'usage de l'IA, un usage responsable, raisonné, éclairé, ça suppose en fait d'autres compétences dans le scope des compétences numériques qui ne sont pas directement des compétences liées à l'IA. Ça suppose quand même d'avoir des compétences en algorithmique et programmation. Alors souvent, ça fait très peur. Nous, quand on déploie Pix dans des entreprises, on nous dit tout, mais pas l'algorithme et la programmation. Dommage, parce que ça permet quand même de comprendre un certain nombre de choses sur des sujets qui, pour le coup, les attirent plus, comme l'IA. Il y a aussi des liens forts avec le traitement des données, les droits et la réglementation, comprendre un peu la nature des ressources qui sont mobilisées dans les entraînements des IA, les risques aussi sur certains usages de l'IA en allant livrer des informations qui ne sont pas forcément souhaitées lors des usages. D'autres domaines également liés, information et médias. Et puis, on en a parlé juste avant, donc ça ne sera pas nécessaire d'aller très loin là-dessus, impact environnemental du numérique. Cette question de compétences stricto sensu IA versus maîtrise d'autres compétences numériques, ce n'est pas propre à l'IA. Quand on prend la cybersécurité, on a les compétences numériques vraiment spécifiques cybersécurité. Et en même temps, on sait que pour être vraiment dans des comportements responsables du point de vue de la cybersécurité, faut aussi comprendre ce qui se passe quand on installe une appli sur son téléphone et les droits d'accès qu'on lui donne. Donc ça mobilise bien d'autres compétences numériques que celles stricto sensu liées à la cybersécurité. La troisième idée, qui a déjà été évoquée rapidement par Françoise dans les éléments de définition, c'est que finalement, le triptyque connaissance, savoir-faire et attitude, il est assez indissociable si on parle des compétences en IA. On ne va pas pouvoir avoir un savoir-faire réel si on n'a pas les connaissances et les attitudes. Enfin, les trois sont vraiment très liés. Et cette approche-là, elle est d'ailleurs au cœur du DIGCOMP, le référentiel européen des compétences numériques, référentiel dont PICS est une déclinaison, dont le CRCN, le cadre de référence nationale des compétences numériques, est une déclinaison. Et donc, on est bien dans l'idée que si on veut traiter les compétences en IA, va falloir traiter ces questions de connaissances, d'usage et aussi d'enjeux sur les opportunités et les limites, et que c'est bien toutes ces dimensions qu'il va falloir appréhender. Dernière idée sur cette question de former à quoi, on est dans l'idée que sur ces sujets-là, comme sur d'autres sur les compétences numériques, on a besoin d'une approche
nuancé et pluridimensionnel, ni dans la béatitude, ni dans la sorcellerie. C'est ni complètement horrible, ni parfaitement génial. On est dans un entre-deux et on a besoin d'être assez nuancé pour se dire finalement qu'est-ce qui est bon dans l'IA, qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. Et du coup, c'est ça aussi qui nécessite du temps dans la constitution d'un référentiel, c'est de stabiliser cette appréciation aussi un peu nuancée des côtés positifs et négatifs. Et pluridimensionnel, souvent on se rend compte que sur les sujets de compétences numériques, c'est pas mal de mélanger les approches personnelles et professionnelles. En tant que professionnel, on peut parfois trouver l'irruption du sujet IA un peu brutale et disproportionnée par rapport à son environnement professionnel, pas forcément nécessaire, on voit pas le sens. Alors qu'en fait, au même moment, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant qu'engagé dans une association, on se retrouve soit confronté à des besoins, des envies d'IA, soit à des usages de ces enfants dont on a envie de comprendre la portée, les dangers, les limites. Et donc finalement, les intérêts personnels peuvent donner du sens en fait à la formation à l'IA, à ces compétences motivées et engagées, plutôt qu'être juste dans le voilà, tout le monde va y passer et c'est comme ça. Le relais de l'intérêt en tant que citoyen, avec toute la question du citoyen éclairé sur l'exercice de ses droits, etc., et tout ce que ça pose comme question l'usage de l'IA, peut être aussi une approche intéressante. Une fois qu'on a dit former à quoi, la deuxième question c'est former comment. Et là, on vous propose quelques éléments sur la façon dont on approche le sujet côté PIX. Le premier élément là-dessus, c'est que finalement, on est assez persuadé que pour former, il faut être au maximum sur de l'évaluation réelle de la compétence et de la mise en action. Pourquoi ? Parce que en fait, on se trompe souvent sur sa propre appréciation de là où on en est, positivement ou négativement, mais on se trompe assez massivement. Je vous ai remis, juste pour illustrer le propos, un petit bout d'une enquête qu'on avait réalisée en 2021 sur les compétences numériques des agents territoriaux. Et ça vous montre l'écart entre le degré de maîtrise ressenti des compétences numériques, où finalement il y avait 73% des gens qui considéraient qu'ils étaient à l'aise avec le numérique. C'est bon, ça roule en fait, j'ai pas forcément besoin d'être accompagné ou d'être formé. Et ce qu'on mesurait sur ces mêmes participants via un parcours PIX et des épreuves sur PIX, c'était qu'il n'y en avait que 35% qui, au regard de ce que nous on considère comme un niveau d'autonomie réelle dans les compétences numériques, eh bien, étaient vraiment dans ce qu'on peut appeler un niveau de maîtrise des compétences numériques dans leur environnement professionnel. Et du coup, sur celle-là, garde, enfin, c'est pas grave. Du coup, ce sur quoi je voulais insister par rapport à ce que Marie vient d'expliquer, c'est que du coup, côté PIX, il faut, dès le début, on a décidé de ne pas évaluer ni amener à la formation sur du déclaratif de la part des gens. En fait, par rapport à ce qu'elle a montré, où parfois on se sent, on se dit finalement ce que je sais faire au quotidien, ça me suffit, et que c'est les personnes qui commencent à vraiment l'utiliser beaucoup, qui se disent ouais, vraiment j'ai besoin de me former, voilà. Donc en fait, c'est pas le déclaratif qui nous intéresse, mais la mise en action. Et du coup, c'est pour ça que voilà, qu'aujourd'hui PIX est ce qu'elle est, cette plateforme avec des propositions de mise en action. Donc je reviens sur cette idée donc d'un référentiel, puisqu'on va essayer de mettre les gens en action dans des activités. Il fallait préciser le référentiel de compétences numériques. Donc chez PIX, on s'est appuyé sur un référentiel de compétences cadré par le DIGCOMP, donc le référentiel européen, qui proposait 5 domaines, 21 compétences, qui sont devenus 5 domaines, 16 compétences dans le cadre du référentiel que nous avons retenu pour en faire un référentiel opérationnel qui correspondait un peu plus aux enjeux et éducatifs et professionnels en France. Alors, ce sont des compétences transversales, transférables, comme on a dit tout à l'heure. Et nous avons également 8 niveaux d'expertise attendus sur ces compétences décrits dans le DIGCOMP. Alors, à l'heure actuelle, on peut se positionner chez PIX sur 7 de ces niveaux. Et donc, ce sont des niveaux qui démarrent d'un
démarrage d'autonomie progressive jusqu'à une capacité à prendre des initiatives dans les usages du numérique, à être capable de transmettre ce que l'on sait faire et éventuellement d'innover avec ces outils. Précision, on n'a perdu aucune des 21 compétences, on les a regroupées en 16 compétences. Bien sûr. Merci pour cette précision. Alors, un gros enjeu du coup posé par l'intelligence artificielle et l'intelligence générative, vous l'avez compris, par l'intelligence artificielle dans notre projet aujourd'hui chez Pix, c'est comment travailler avec ce référentiel qui se trouve être chez Pix vraiment très structurant pour nous. Parce que derrière chacune des compétences, on a découpé en sujets, on a créé des niveaux, on a créé des épreuves dans chaque cas que ça nous donnait. Et c'est sur ça que travaille notre test adaptatif. Donc notre approche pour le moment là, c'est de dire, on fait d'ailleurs comme le DIGCOMP l'a proposé, on va réinjecter l'intelligence artificielle à chaque niveau de ses compétences. Donc du coup, on va le dérouler, parce que je vois le temps qui défile, donc je vais pas tout vous expliquer, mais en gros, là, je vous ai mis quelques mots-clés de la façon dont l'intelligence artificielle transforme à tous les niveaux ses compétences. Donc on a des thématiques sur lesquelles on va travailler, on pourra revenir dessus. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, en vérité, elle se réinjecte ici. Par exemple, savoir prompter une IA générative, c'est savoir créer, ça va venir à l'intérieur de création de contenu avec l'IA générative que j'ai mis ici dans création de contenu. Voilà, donc celui-là, si vous voulez, on pourra y revenir. Juste dire que là, c'est l'approche qu'on a adoptée et cette approche, elle ne va pas nous empêcher de pouvoir, après, si on le souhaite, construire un référentiel plus centré sur des compétences purement intelligence artificielle. L'intérêt de ce référentiel, c'est que alors, si on veut une coloration plus avec une dimension juridique, eh bien, ou avec une dimension création de contenu, mais en fait, on aura tout le contexte grâce à notre référentiel. Alors chez Pix, on est aussi, donc on vous l'a dit, dans le faire, on évalue les personnes, mais aussi dans les activités de formation qu'on va proposer, on insiste sur leur faire. Et donc on propose dans nos contenus toujours des mises en situation réelles. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore testé Pix, je vous encourage à y aller. Vous verrez qu'on a des activités, on fait télécharger des fichiers, on fait faire des recherches d'informations en ligne, on fait faire des enquêtes, mais il y a aussi des questions de savoir, en fait, évidemment, dans ce domaine. Et dans le domaine de l'IA, alors, je vais vous raconter ça après. Donc, deux types d'expériences chez Pix. La première expérience, c'est des tests adaptatifs pour se positionner et s'entraîner. Donc, on voit des épreuves successives. Selon qu'on réussit ou qu'on a un échec, l'épreuve suivante va être plus difficile ou plus facile. Et puis, toutes les 5 épreuves, on a un tout petit feedback et des tutos. Et donc, là, je vais vous montrer des exemples d'épreuves. Je vous ai sorti des épreuves qui sont des épreuves sur l'intelligence artificielle et même des épreuves sur l'intelligence artificielle générative. Donc là, vous avez une épreuve d'évaluation qui porte pour nous sur la compréhension au fait qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés grâce à des détictages faits par des êtres humains. Donc c'est l'objet de cette question de quelqu'un où, en gros, on demande la question, mais quand on vous demande un CAPTCHA dans lequel il y a des panneaux de signalisation et qu'on vous demande de repérer les zones où il y a des panneaux, ce type d'information, à quoi d'autre ça peut servir, à part repérer que c'est un humain? Vous avez diverses réponses. Voilà. Pardon, j'ai passé trop vite parce qu'il faut qu'on accélère. Parce qu'il faut qu'on accélère. Bon, la bonne réponse était liée à l'intelligence artificielle. Là, on a un autre exemple qui porte sur l'impact environnemental dans les usages, où on demande, en gros, je le fais rapidement, de choisir dans des cas d'usage entre faire une recherche, consulter Wikipédia ou demander à ChatGPT, demander à Midjourney ou faire une recherche Google Images. Juste sur le thème, lequel de ces outils a le moins d'impact? La suivante. Et puis dernière, celle-ci est vraiment une question plus de compréhension et de savoir sur les IA génératives qui va demander de préciser
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est forte, générative, symbolique? Tu peux avancer. Est-ce qu'il repose sur quel type de technique il repose? Et qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques des tèges et des images qui sont proposées? Complet, fantaisiste, vraisemblable. Voilà. Et dernière, celle-ci, elle est très compliquée. Alors, on ne va pas rentrer dedans. Je voulais juste vous montrer quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, qui va me servir tout à l'heure. C'est que celle-ci, c'est une question sur les biais. On donne des exemples de biais. Elle est de très haut niveau, celle-là. On donne des cas de situation. Là, c'est utilisation d'une IA pour sélectionner des candidats sur leur CV. Et on présente le biais. Et on demande de le classer. Alors, il y a tout un tas de propositions. Je vous en ai mis que 3 pour que ça aille plus vite. Biais de confirmation, biais d'échantillonnage, biais de mesure. Dans quel cas sommes-nous? Je voulais juste vous faire remarquer, par rapport à ceux qui étaient là ce matin et qui ont entendu, qu'aucune de ces 3 catégories de biais n'a été utilisée ce matin, alors qu'on a bien parlé de biais ce matin. Parce que la classification des biais, ça dépend de quel point de vue on se positionne. Et là, c'est plutôt le point de vue de la science des données qui qualifie les biais comme ça, en qualifiant leur origine technique. Je passe. Alors, on l'a présenté tout à l'heure. Maintenant, on fait aussi des modules de formation qui ont été présentés tout à l'heure, dans lesquels on va avoir des grains de leçons et des activités. Je vais passer dessus pour vous dire que voilà, ça c'est en création, c'est en cours. On est très content de l'avoir présenté en atelier. Et du coup, là, juste, je m'arrête sur celle-ci pour vous dire que voilà, ça c'est un exemple d'activité que du coup maintenant on peut s'autoriser à mettre en formation qu'on ne pouvait pas mettre en éval. Alors on s'autorise à la mettre en formation parce que rendez-vous sur Comparia. Donc en fait on peut envoyer les personnes vers d'autres outils pour aller explorer de manière bac à sable, ce qu'on ne peut pas faire en éval. Et puis on peut mettre des vrais faux, et puis tant pis, un vrai faux on ne peut pas le mettre en évaluation parce qu'on a 50% de chances de réussir, mais en formation on peut ouvrir à ce genre de questions. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que du point de vue contenu et aussi ingénierie pédagogique, à quoi on est confronté là dans ces contenus en IA et en IA générative? D'abord à la difficulté que ça évolue très très rapidement et que du coup, eh bien, il y a certains sujets qui sont déjà obsolètes, c'est-à-dire par exemple, on nous demande là d'avoir des contenus sur savoir écrire une requête sur une IA générative, prompter quand on utilise l'expression anglaise, mais peut-être que très vite, ce sera une compétence, l'ingénierie du prompt, qui sera plus si utile, en tout cas plus si utile au quotidien et aux citoyens, le jour où on aura des agents qui viendront observer ce qu'on fait sur notre ordinateur, qui prendront l'en main et qui s'occuperont eux-mêmes de prompter les IA à notre place. Regardez ce que vient de proposer OpenAI avec Operator. Les performances des SIAG sont également en pleine évolution. Très difficile aujourd'hui d'expliquer les hallucinations, les biais, alors que les progrès sont de plus en plus bons sur ces points-là. C'est aussi un domaine encore très récent. Et là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pratiques ne sont pas installées. Donc, comment parler d'IA générative dans les ressources PIX à des gens qui ne savent même pas ce que je veux dire quand je dis IA générative? Si je leur dis ChatGPT, ils font « Ah oui, mais IA générative ?» Bon, donc les savoirs ne sont pas du tout encore partagés. Le vocabulaire n'est pas du tout encore ni partagé ni stabilisé. Et le vocabulaire, regardez l'exemple des biais, des classifications des biais. Il y a plein de sortes de classifications de biais aujourd'hui. Et ça, c'est du vocabulaire non complètement partagé. Donc voilà, ça, c'est des éléments auxquels nous devons répondre aujourd'hui dans notre production de contenu. Et du coup, en conclusion, on voulait faire le lien avec cette journée aussi. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a fait avec Comparia et qu'est-ce qu'on va continuer à faire. En fait, nos chemins se sont croisés à un moment intéressant puisque Comparia était en train de commencer à travailler sur sa plateforme et nous, on était en train d'explorer cette nouveauté pour Pix que sont les modules apprenants. Et donc, on a cheminé ensemble pour se dire comment on peut croiser nos intérêts respectifs et travailler ensemble sur cette idée aussi de créer des biens communs. L'intérêt pour Comparia, c'est d'avoir du flux. Je ne sais plus quels étaient les chiffres annoncés par Lucie ce matin, mais pour vous donner une idée, nous, sur un an, on a 7 millions d'utilisateurs actifs sur les 12 derniers mois.
Par mois, on a 1,7 million d'utilisateurs. Donc, si on fait des épreuves qui renvoient sur Comparia, on espère que Comparia va tenir la charge. Mais on est ravis, en tout cas, d'envoyer du flux sur Comparia. Et par ailleurs, c'est très chouette d'avoir un outil sur lequel on est dans un environnement de confiance, une solution française à visée pédagogique et sur lequel on peut envoyer en confiance nos différents utilisateurs. Donc, ce partenariat, il est vraiment très chouette. Il va continuer. Et puis, on est d'ailleurs ouvert plus largement à ce type de partenariat avec l'idée de travailler dans un écosystème ouvert et d'aller fédérer les compétences autour de cet objectif de monter en compétences numériques. On peut les applaudir. Merci beaucoup Françoise, merci beaucoup Marie. Avant de proposer des questions, je me permets encore une petite page de pub, puisque le croisement des enjeux culturels et pédagogiques est aussi présent au sein de l'atelier numérique au ministère de la Culture, puisqu'on travaille aussi avec Univers Sciences, qui propose et met à disposition l'ensemble de ses contenus scientifiques pour aider les enseignants à créer des cours de sciences à partir de ces contenus, et l'équipe a elle-même développé des modules qui permettent de générer automatiquement des quiz, et c'est assez intéressant aussi comme manière de proposer du contenu pour l'enseignement. Et je sais que l'équipe est présente aujourd'hui et sera aussi présente demain lors du week-end culturel, donc n'hésitez pas à aller les voir. Page de pub clôturée. Je passe le micro à la salle pour des questions ou des retours. Y a-t-il des personnes qui souhaitent poser des questions ? Ah, super, au fond. Et le nom... Ah oui, non, allez-y. Bonjour, Maxime Touzé, ministère des Armées. J'avais une question, s'il vous plaît. Je me demandais, donc vous avez dit que votre code est open source, mais la question c'est, est-ce que les contenus viennent avec ? Déjà, le ministère des Armées est un joli partenaire de Pix. Donc, sachez qu'on se déploie au ministère des Armées. Voilà. La question est assez centrale. Alors, aujourd'hui, les contenus évaluatifs ne sont pas ouverts parce qu'en fait, on fait tourner une certification dessus et on est sur le même jeu d'épreuves. Donc, en fait, c'est un enjeu de préservation de la qualité de la certification qui fait que les épreuves ne sont pas ouvertes. Par contre, avec l'ouverture du coup des travaux sur cette nouvelle dimension apprenante, les contenus seront bien ouverts sur les modules apprenants. Et on est plutôt content du coup de pouvoir être un peu libéré de cette contrainte qui pesait sur nous du fait de la certification qui n'existe plus du coup sur les modules apprenants. Oui, bonjour, je suis Lucie Gianola de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et en fait, ces histoires de certification, ça me fait beaucoup penser au cadre européen de compétences en langue. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une ouverture, une potentialité pour un cadre européen commun similaire en compétences numériques, sachant que pour les langues, ça a très bien fonctionné maintenant. Les gens savent relativement bien se placer en disant je suis A1, A2, etc. Voilà. Quelle est l'opportunité de l'ouverture au contexte européen ? Je commence la réponse, tu compléteras. Donc déjà, nous, ce cadre de référence européen, il existe, hein, c'est le DIGCOMP. Donc le référentiel de Pix, il est directement dérivé du DIGCOMP. Il y a eu tout un travail lancé par la Commission européenne ces 2 dernières années sur quid d'une certification européenne des compétences numériques. Ça a un peu fait pchit, voilà, c'était pas si évident. Il y a des niveaux de maturité selon les pays qui sont pas les mêmes, il y a des approches de la certification qui sont pas les mêmes. Donc assez compliqué, je pense, du point de vue de la Commission, de réussir à trouver une ligne qui convenait à beaucoup de pays. Nous, la proposition qu'on a fait, puisque on représentait la France dans ces échanges, c'était d'aller appuyer la création d'un commun numérique européen
et nous on a fait la proposition de mettre la certification PIX en partage et de pouvoir finalement partager du coup pas seulement le référentiel qui est un peu la norme, mais ce que vous dites derrière qui est la compréhension de cette norme. Là, nous, on vient de rénover la certification PIX avec l'idée que le score soit parlant. Comme aujourd'hui, les scores d'un certain nombre de certifications sont parlants, on a bien conscience que aujourd'hui, le score de la certification PIX jusqu'à présent n'était pas trop parlant. Et donc, il y a bien l'idée que ces niveaux maintenant de compétences numériques, il y a 8 grands niveaux au niveau de la certification, puissent être parlants. En tout cas, on est d'accord que ça a un intérêt, ça aurait un intérêt de pouvoir partager tout ça à l'échelle européenne. Merci. Peut-être une dernière question. Pas de dernière question, vous me permettez d'être à l'heure sur le conducteur, donc je vous remercie. Et j'avais pas très bien fait ma pub puisque je vous ai pas donné le nom de cet outil développé par Universcience et il s'appelle Science Infuse. Donc vous pouvez aller sur science-infuse.beta.gouv.fr et tester aussi la construction de modules pédagogiques. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Françoise.